Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau parisien de Télé Sud. La guerre d'Ukraine rétrécit la planète et depuis qu'elle a éclaté, l'Europe est obsédée d'elle-même, comme sidérée de découvrir que la vie est tragique. Elle oublie tout, qu'il y a le Sud, qu'il y a l'Afrique, qu'il y a l'Orient et que tous ne sont pas à l'unisson du Donbass. Et en même temps, l'Europe a raison parce que ce qui se passe là-bas, eh bien, c'est une rupture fondamentale. La mondialisation heureuse est terminée, l'après-guerre froide est terminée, et un nouveau monde a surgi. On ne sait pas grand-chose de lui, sinon qu'il est dangereux. Alors pour le découvrir, pour tenter de le percer, peut-être qu'il faut regarder vers le passé, que c'est à ce moment précis que les historiens sont utiles, qu'ils sont précieux. Il faut relever la tête et regarder le monde alentour. Par exemple, on peut regarder l'histoire de l'Orient. Ça prend 3 minutes dans ce livre. C'est beaucoup, 3 minutes. 3 minutes arrachées à son smartphone. Mais on devrait peut-être y arriver entre deux consultations. Bonjour René Guiton. Bonjour. Quelle idée saugrenue, quel défi magnifique de prendre 10 000 ans d'histoire et de les découper en tranches fines pour les donner à comprendre et à voir. En 3 minutes, par page. Ouais. C'est 3 minutes par page. En évitant les lieux communs. Bien sûr. C'était une gageure. J'ai relevé le défi en me disant, vous avez dit 10 000 ans, allez, 12 000, moi j'étais parti sur 12 000 ans. Et je me suis dit qu'il fallait que je répertorie les grands moments de l'histoire, les grandes figures de l'histoire de ces 12 000 ans, ou 10 000 si vous voulez, et qu'ensuite je parvienne à rentrer dans la maquette imposée, car c'est un exercice que fixe l'éditeur, qui lui-même a acheté ce concept à l'étranger, et maintenant propose à des auteurs français, par exemple Francis Huster sur le théâtre, etc., de rentrer dans ce carcan, car c'en est un. Je peux vous dire que 3 minutes pour lire la colonne centrale, qui doit faire 2000 signes et pas plus. Moi, j'ai lentement, ça prend un peu plus. J'ai regardé, j'ai calculé avec Je pense aussi. Parce qu'il faut réfléchir un petit peu, parce que c'est assez intelligent ce que vous écrivez. Merci. Enfin, je ne vais pas renier. Non, mais attendez, je me moque de vous, mais... Non, mais je vais pas... Quand on a passé toute sa vie à réfléchir sur ces sujets, sur l'Orient, et qu'on essaie c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est très frustrant. Mais vous avez prononcé des mots qui me servent, moi, à dédicacer dans les salons ou dans les librairies. Je me dis, oui, 3 minutes pour lire, mais une vie pour l'écrire. Car en fait, c'est ma vie en Orient, qui a commencé très jeune. On va parler de vous, mais voilà. Et cet exercice, René Guiton, c'est lui, le courrier du livre, c'est l'éditeur, et le livre, donc 3 minutes pour comprendre, 50 moments clés de l'histoire de l'Orient, l'invention de l'écriture, les pyramides d'Égypte, Alexandre le Grand, les croisades, Laurence d'Arabie, l'État d'Israël, la Révolution arabe, point de suspension. C'est le titre le plus long de l'édition cette année, mais le bouquin vaut vraiment la peine. Il n'y a pas que le titre qui est long, et les textes qui sont courts, il y a aussi une iconographie magnifique, on va en parler. On commence par parler de vous. Alors, vous êtes né au Maroc. Oui, à Casablanca. Vous êtes né à Casablanca, ça a visiblement compté dans votre vie. Oui. Ça ne fait pas de vous un orientaliste, mais ça aide quand même. Oui, et par héritage, je dirais, puisque mon père, officier supérieur de marine, était en poste à Latakia, donc le port syrien dont on parle beaucoup aujourd'hui, pendant le mandat français, donc je n'étais pas né, mais en tout cas, la maison était le réceptacle de souvenirs. Je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous étiez... Votre père était en poste en Syrie, vous êtes né au Maroc? Oui, et alors? Je suis né à Casablanca, d'ailleurs, quand j'ai insisté sur Casablanca, c'est vous dire que c'était entre une synagogue, une mosquée et les Pères de Foucault. Et donc, ça a été très formateur et ça m'a donné le goût de l'autre, le goût des autres, de toutes les autres cultures. Alors, attendez, vous retournez au Maroc?
Oui. Oui, J'ai vécu régulièrement. 18 ans, on ne D'accord. sort pas indemne d'un amour pareil. Alors, c'est la coexistence des musulmans, des juifs, qui sont restés, des chrétiens qui vous attachent à ce pays. Ou plutôt, je vous pose la question, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait au Maroc, justement, cette singularité-là? Ah, écoutez, c'est une question qui revient souvent, qu'on Pardon. oppose souvent aussi à l'Algérie, qui a été envahie, ne l'oublions pas, par les Turcs à une époque. Le Maroc avait, jusqu'au moment de la Marche verte, lancée par le roi Hassan II, En 1975. avait grosso modo les mêmes contours, les mêmes frontières depuis les années 1666, avec Ouais. un roi, commandeur des croyants. Et ça, c'est la spécificité. C'est que ce peuple est toujours resté dans ces mêmes contours, avec cette même tradition de monarque, commandeur des croyants, à partir du moment où, bien sûr, il y a eu des révoltes dans le Rif, etc. Mais Oui. c'est un pays qui a vécu ces siècles-là dans une certaine sagesse, au regard d'autres pays voisins. Oui. Et- Oui, mais ça c'est c'est unique en vrai. réalité. Absolument. Alors, vous êtes membre du groupe d'experts de l'Alliance des civilisations des Nations Unies en matière d'Orient et de religion. C'est un machin, un beau machin décoratif, Oui. ou ça vous occupe réellement et Tout dépend des c'est un outil périodes. efficace pour que les hommes se Tout connaissent? dépend des périodes. En ce moment, nous avons un colloque qui va se tenir, je ne vais pas y aller, à Montevideo. Ce sont des rencontres entre journalistes qui sont qui tournent tous autour du même sujet, qui sont vraiment monopolisés par, dans leur vie par les mêmes soucis. Qu'il soit au Moyen-Orient, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit n'importe où dans le monde. Et ça a été une idée qui a été lancée par Ban Ki-moon en 2006. Et j'ai été flatté d'être contacté pour être un des membres de ces experts. Nous échangeons régulièrement des informations sur ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans les pays de nos sphères respectives. Bon, et on en tire quelque chose, un texte, une synthèse? On en tire, oui, Des des actes. textes régulièrement, bien sûr, J'aime des beaucoup recommandations. Après, ce qu'elles deviennent, c'est autre chose. Ce qui est formidable, c'est de tirer des actes. En fait, personne n'agit, mais tout le monde écrit et tout le monde lit, c'est déjà ça. Vous avez écrit une vingtaine de livres, dont plusieurs se sont très bien vendus. Vous avez écrit des essais, vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez fait des documentaires. Oui. J'ai l'impression de faire votre éloge funèbre, hein, en fait. Attendons Je peux pour continuer? ça. Non. Attendons encore 20 ou 30 ans. Vous avez eu des tas de prix prestigieux, on vous félicite, vous êtes couvert d'honneur. Vous avez peur de la mort? Pas du tout. Vous croyez en Dieu? Oui. Mais alors le Dieu grand architecte ou le Dieu de l'abîme intérieur qui vous parle? Ben, les deux. Bon, alors le Dieu... L'un ne va pas sans l'autre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu... Là, le Jésus... Là, vous touchez les Allah. religions, c'est autre chose. Non, oui. Oui, là, vous touchez les religions. Vous parlez du Dieu d'Abraham. J'ai écrit sur Abraham, j'ai enquêté sur Abraham. Je suis allé jusqu'à Our des Chaldéens, dans la basse Mésopotamie, sur les lieux prétendument lieux de sa naissance, et j'ai refait le parcours supposé d'Abraham. Moi, Dieu ne m'a pas appelé, ne s'est pas adressé à moi comme il se serait adressé à Abraham. Il ne vous a jamais parlé? Non, il ne m'a jamais parlé. C'est un échange sans parole d'abord, et un échange ésotérique. Oui, je voyais des personnes hier à la télévision qui priaient pour le retour de leur fils et qui s'adressaient à Dieu comme ça, et je me disais, bon sang, ça ne touchera pas Dieu, certainement pas, mais c'est dans la conviction intime de la personne que c'est une aide, tout simplement. Mais je ne crois pas que Dieu l'entende à ce moment-là. Mais bon, je lui laisse ses illusions. Voilà ma conviction. C'est un expert, ce n'est pas un croyant.
Bon. Mais quand on parle justement d'Abraham, c'est très important. J'ai écrit sur Abraham parce que justement, c'est un prophète commun aux 3 monothéismes. Oui. Ces 3 monothéismes qui sont nés dans un mouchoir de poche vu des stations spatiales aujourd'hui au Moyen-Orient. Le nombril du monde. Oui. Ça l'était. Oui. Bon. Alors, il nous reste un petit peu plus de 3 minutes. Mais pas tellement plus. Hein. Vous commencez par une situation qui est à la fois connue mais qui est formidable. C'est que si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Ça pourrait évidemment décourager le lecteur, mais ça dit aussi un peu ce qu'est votre livre. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est plein d'esprit, qui est clair, qui est intelligent, qui est plein de saveurs, qui fait comprendre. C'est puissant, parfois. C'est passionnant. C'est bien fait. On s'ennuie jamais en vous lisant, et même quand on connaît un peu le sujet, et parfois on évite dans ce livre les clichés. Quel est le passage qui vous avez le plus de mal à écrire? Le plus de mal à écrire, l'écriture, l'invention de l'écriture. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, car il y a l'écriture cunéiforme qui naît en Mésopotamie. Les pattes d'oiseaux. Voilà, 3300 avant notre ère. Ensuite, il y a les hiéroglyphes. Et ensuite, il y a l'alphabet ougaritique. Et toute cette évolution va donner lieu à une écriture qui va être aussi diverse que l'écriture arabe, qui n'a rien à voir avec l'écriture que l'on connaît, occidentale, je dirais, latine et grecque, mais c'est l'écrit qui scelle la parole. Et c'est très important. Elle est née du besoin des hommes à fixer les ordres du roi, du pharaon ou autre. Et d'ailleurs, moi, je recommande toujours aux gens d'aller, parce que ça a plusieurs sens à la fois, au musée du Louvre, voir la stèle du roi d'Hammurabi, roi de Babylone. Cette stèle a été gravée en 1793, avant notre ère, bien sûr, et elle édicte un code de loi, le code d'Hammurabi. Et ce code de loi, écrit donc 2 millénaires, à 2 millénaires avant l'écriture de la Bible, allez, vous voulez 1500 ans avant l'écriture de la Bible, à la louche. Il est écrit « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. » Et c'est soumis à des sanctions, bien sûr. Ce sont des lois, ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des recommandations. Tu honoreras ton père et ta mère? Oui, etc. Tu parleras de Dieu avec respect? Mais oui, bien sûr. Tu prononceras le bien nom sûr. de Dieu. Je vous invite à aller au Louvre. Vous verrez. Bon, c'est écrit. Non, c'est très pédagogique. Vous avez vu, il est très pédagogue. Et ça l'est d'ailleurs. Il y a un glossaire. Il y a un glossaire au début de chaque chapitre pour qu'on comprenne que la Mésopotamie, ça commence où. Le grand jeu, c'est pas une partie de football. Semer, ça veut pas dire l'été. Des choses comme ça, c'est très bien. C'est la première fois. On a quand même réussi. On m'avait dit que vous n'aviez aucun humour, en effet. Oui, j'ai aucun humour. Non. Mais alors, il y a. En plus, pour vous, lecteurs distraits, qu'on divertit facilement, il y a des tas de choses très drôles, parce que vous racontez des anecdotes en plus, en marge de l'histoire. Oui. C'est marrant, parce que les anecdotes, finalement, c'est ce qu'on retient, la première chose. Et vous racontez comment, par exemple, François-Georges Picot, tout le monde connaît, la ligne de démarcation, la ligne de démarcation qui a été... source de tant de batailles dans la récente guerre, finalement. Mais pourquoi mettez-vous ça au passé? Oui, ça l'est encore, voilà. Oui, la ligne Saxe-Picot. Et alors, vous racontez qu'il avait abandonné, au moment de la guerre de 14, ses documents à l'ambassade, et qu'ils ont été découverts et que ça coûtait la vie à ses correspondants arabes, avec lesquels qui communiquaient avec lui par écrit. Hein? Oui. Bon. Mais des anecdotes comme ça sont résumés en quelques lignes. Et moi, je me suis régalé, finalement, à trouver... Mais oui. Alors, bien entendu, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, et je me la pose, je vous fais me la poser. En fait, c'est tout ce que je n'ai pas pu mettre dans ce livre. Ah, bon, non, parce que déjà, vous n'allez pas vous défiler comme ça. Des journées entières d'entretien. Mais, par exemple, les gens ignorent souvent que Agatha Christie
est allé, après, parce que Istanbul. nous avons parlé de l'invention de l'écriture, etc. Mais l'épopée de Gilgamesh, qui va préfigurer le déluge qui a été découvert en 1900, les traces du déluge en 1930 de notre ère, 32, 33 de notre ère, en Mésopotamie. Agatha Christie, qui est à Londres, qui entend parler de ça, est passionnée de l'Orient, elle va filer immédiatement, prendre l'Orient Express, traverser le Simplon, aller jusqu'à Damas, de Damas, prendre une auto-chenille jusqu'à Bagdad, à travers les sables quand même, de Bagdad, aller jusqu'à Our des Chaldéens, où là, elle découvre 2 explorateurs anglais, et elle va tomber sous le charme de l'un d'entre eux, Max Mallowan, qui deviendra son mari. Donc elle est allée chercher son mari jusque là-bas. Elle avait divorcé de Archibald Christie. Il faut parfois aller au bout du monde pour trouver ce qui vous restera sous la main ensuite, si j'ose dire. Vous racontez une anecdote, il y en a une que j'ignorais, c'est par exemple qu'à la Ligue arabe, à la réunion de la Ligue arabe qui suit l'invasion du Koweït, les délégations irakiennes et koweïtiennes se retrouvent et se battent comme des chiffonniers à la cafétéria de la Ligue arabe au Caire. Ils sont magnifiques. C'était pour parler de paix, bien sûr. Ce fut la bataille la moins sanglante de la guerre du Golfe, ajoute René Guiton, qui ne manque pas d'humour. Alors il faudrait reprendre tous les chapitres, on ne va pas le faire. Donc la préhistoire, Babylone à Mahomet, des Arabes aux Ottomans, la naissance de la question d'Orient, le Moyen-Orient moderne. Oui, avec des figures comme Nasser, à la paix Khomeini, entre Israël. etc. Ça va jusqu'à l'époque moderne, l'époque très contemporaine, la poudrière moyenne-orientale. Votre introduction se termine, comme il fallait s'y attendre, par un petit procès de l'Occident qui préfère évidemment se focaliser sur le terrorisme d'Al-Qaïda plutôt que de célébrer le printemps arabe, ou les révolutions arabes. Qu'on aurait pu mieux accompagner. Oui. Certainement. Vous n'avez pas trouvé qu'on avait suffisamment accompagné les frères musulmans au pouvoir ? Ça fait partie de la conclusion. L'Occident, enfant ingrat de l'Orient, écrivez-vous. Oui. Mais bon, moi je m'appelle Hervouet, je suis breton, je me sens celte, éventuellement héritier des Vendéens, éventuellement héritier de Rome. Guiton est vendéen. Hein. De Rome et d'Athènes, pas forcément héritier de l'Orient. Vous n'êtes jamais interrogé sur l'origine du mot, du nom de la ville, l'Orient ? Oui, bah c'est la compagnie. Voilà. La compagnie des Indes. Et je pense qui faisait du trafic de porcelaine. Voilà, je pense que l'Orient a été, je dis que c'est le berceau de notre civilisation, oui, puisque l'invention de l'écriture, tout de même, ça n'est pas rien. Les 3 religions monothéistes, ça n'est pas rien. C'est formateur, c'est planétaire, c'est bien clair. Donc, c'est cet Orient-là que je célèbre surtout. Et avec toute cette évolution ou involution, suivant les cas, hélas. Alors, Guiton, j'aurais dû m'en douter, c'est un nom de l'Ouest. Oui, breton vendéen. Vous êtes vendéen. Ouais, mon père, la Vendéen n'est pas un département, la Vendéen est un pays. Oui. Oui. C'est même un héritage. Ma tante m'a encore envoyé une statue comment les appelle-t-on oui, la guerre de Vendée, dites-moi. Oui, un chouan. Un chouan, merci. Voilà. Un chouan. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Alors, René Guiton, vous avez commis un autre ouvrage avec le célèbre dessinateur Plantu. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Africa, avec une association qui s'appelle Cartooning for Peace. C'est un livre magnifiquement illustré. Il y a encore moins de texte que dans le précédent. Il n'y a pas besoin de 3 minutes, il y a besoin de 30 secondes pour lire la page, puisque ce sont des cartoons qui viennent du monde entier. Expliquez-nous un peu l'histoire du livre et la genèse de ce projet. En 2019, l'UNESCO avait convaincu l'Éthiopie de recevoir la journée mondiale de la liberté d'expression, liberté de la presse. Et avec Plantu et son association Cartooning for Peace, nous avons réussi à réunir des dizaines de dessinateurs de presse africains. Mais quel rapport entre un dessinateur de presse
sud-africain et, nous parlions tout à l'heure du Maroc, et d'un dessinateur de presse marocain. Aucun. La censure. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Il y a des tabous. Moi, j'appelle ça censure. Mais pour certains, il s'agit de tabous. On ne parle pas trop de religion. On ne parle pas trop de sexe, par exemple, de la vie sexuelle, j'entends, etc. Mais tout de même, ce sont des combattants avec certains des plumes très acérées, vraiment des crayons très violents. Ils avaient, parce que j'ai fait le tri, cet ouvrage, j'ai pas fait qu'en écrire le texte, mais je l'ai conçu complètement avec tous ces dessinateurs, et il a fallu que j'écarte une multiplicité de dessins qui me parvenaient contre Poutine, contre Trump, contre les Chinois. C'est dire que les populations africaines, et on sait qu'on ne peut pas dire africain parce qu'il y a tant de différences entre tous ces pays, il y a néanmoins une constante, c'est le ressenti difficile de la présence chinoise, russe et... Ouais. Oui. Bah, tout le monde n'a pas un dieu, mais tout le monde a des diables voilà. qui servent de repoussoir. Eh bien, voilà, ce livre m'a fait découvrir aussi plusieurs dessinatrices de presse africaines, donc des femmes. Et j'ai mis en couverture le dessin d'une dessinatrice à la satire. Alors, c'est une œuvre d'art, plus qu'une satire ou une caricature. De talent, absolument. Il y en a qui ont beaucoup de talent. On dirait un Fernand Léger. Un Léger qui aurait rencontré Picasso. Ça tient de ça. Mais le livre est composé comment? C'est par pays, en fait. Hein? Alors, moi, je l'ai ventilé par pays pour qu'on s'y retrouve. Voilà, et vous présentez... Et par ordre alphabétique. Et je présente des dessinateurs de presse de ces pays en racontant leur histoire dans le pays. Car, bien entendu, ils ont vécu différents régimes qui ont une constante. C'est la censure. On peut vivre du dessin de presse en Afrique? Oui, mais il y en a qui publient dans les journaux internationaux, Courrier international, dans Le Monde, etc. D'accord, mais qui travaillent, leurs dessins. Qui vivent sur place et qui non, pas tous. Tous ne vivent pas sur place. Non, mais est-ce que dans le lot des auteurs que vous avez ainsi mis en valeur en racontant leur vie, en montrant, en présentant leurs travaux, vous en avez qui vivent en Afrique et qui en vivent correctement? Difficilement. Mais ils travaillent en général dans des journaux et suivant les pays, les conditions sont difficiles. Ouais. En Tunisie, une des dessinatrices est en même temps professeure, enseigne, etc. Bon, après, c'est la liberté d'expression qui pose problème, bien sûr, puisque j'ai surpris une conversation entre deux dessinateurs. L'un disait à l'autre, « Tu n'es jamais allé en prison ?»« Non. » « Bah, t'es mauvais. » Et c'est vrai que ça résume un peu la situation. Beaucoup sont dans la sphère, dans Internet, dans le web, on ne sait pas où ils sont, mais ils dessinent et publient sur le web ou dans des journaux qui les accueillent. Alors, il y a des dessins qui sont extraordinaires, qui sont plein d'intelligence, de fantaisie, d'amour, pourrait-on dire, pour le genre humain. Vraiment. Il y a vraiment des choses formidables. Qui expriment beaucoup de douleur, la faim, bien sûr, la misère, souvent, et l'oppression politique. Bon. Alors, il y a deux ouvrages. Il y en a un qui est peut-être un peu plus léger que l'autre. Je ne sais pas lequel des deux, d'ailleurs. Il y en a un qui permet d'avoir une vision stratosphérique en profondeur. Et l'autre, un livre d'histoire contemporaine africaine. Les deux sont un peu impressionnistes. Les deux se lisent comme on savoure des mezzés, en passant d'une page à l'autre. Pour les compliments, je vous laisse, maître. C'est pas mal, hein? Oui. Hein, c'est bon. Oui. Bon, alors, vous avez eu beaucoup de compliments dans la vie. J'ai vu que vous aviez obtenu le prix Lyotet de l'Académie des sciences d'outre-mer. Oui. Pour votre livre « Si nous nous taisons ». Sur les moines de Tibérine. Et un autre prix très important... vous le devez aux moines de Tibérine, ce prix? Oui, j'ai reçu 3 prix pour le même livre, prix de l'Académie française, prix Monthyon de philosophie et de littérature, le prix Lyotet de l'Académie des sciences et le prix Liberté. Bon, eh bien écoutez, sur ce livre. livre. Il faut espérer que les moines... Il y en avait, parmi les moines de Tibérine, il y en avait 2 qui étaient vendéens.
et Loire-Atlantique. Donc Mais peut-être oui, qu'ils bien vous aideront. sûr. La semaine prochaine, on parlera de cette Académie des sciences outre-mer parce qu'elle vient d'avoir 100 ans. Et ça se fête, en tout cas, ça se commémore. Rendez-vous, merci René Guiton. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci.